Et maintenant, un troisième exemple pour vraiment souligner à quel point cette histoire de bientraitance personnelle, de bienveillance envers soi-même, n'est pas un détail ou un épiphénomène qu'on peut intégrer, mais bon voilà, c'est pas si important. Non, non, c'est capital. Et c'est à tel point capital que, comme vous l'avez vu dans les deux derniers exemples, le fait de l'intégrer dans le processus relationnel thérapeutique, quel que soit le type de soin que vous vous apportez, et va apporter une plus-value et quelquefois même un déblocage profond de la situation qui souvent est enquistée depuis quelquefois de nombreuses années et dans laquelle on entre quand on est un personnage professionnel venu de l'extérieur et on y entre avec une plus grande force encore, quelquefois une plus grande violence, quand on vient d'un espace extérieur et qu'on rentre dans le domicile d'une personne. Le domicile d'une personne est vraiment très très chargé par tout cet historique relationnel des personnes qui habitent ce lieu. Donc là, en l'occurrence, l'expérience que j'ai eue, c'était dans un domicile avec un couple de personnes âgées. Le monsieur et la dame vivaient dans un petit appartement avec un lit médicalisé qui occupait la première pièce, le salon, quasiment un tiers de la pièce ou quasiment la moitié de la pièce, dans lequel la dame était paralysée à hauteur de la taille. En tout cas, depuis quelque temps, elle ne pouvait plus se lever de son lit et elle nécessitait des soins relativement fréquents, donc des interventions d'aide-soignants, kinés, infirmière et psychologue du coup. Le mari vivait le plus clair de son temps dans la chambre, dans la petite pièce attenante, c'est-à-dire c'était un deux pièces. Et donc voilà. Et on pouvait sentir que quand on entrait dans cet espace-là, il y avait une atmosphère particulière. Et c'est pas une atmosphère qu'on ressent par les sens classiques. C'est plus une espèce de pesanteur, de lourdeur, de quelque chose de pas forcément très, très agréable. Et je me rendais compte que chaque fois que j'allais en entretien auprès de cette dame, j'avais tendance à subir l'entretien. C'est-à-dire qu'elle était dans une plainte, dans quelque chose de lourd, qui était en accord avec tout ce qui se passait dans cette pièce, en accord avec la relation qu'elle avait avec son mari, qui semblait relativement délétère. Elle était tout le temps en train de se plaindre de lui, du fait qu'il la soignait pas, qu'il s'occupait pas d'elle, euh, et je me rendais compte que chaque fois que je sortais de ces entretiens-là, c'était souvent 45 minutes, une heure, j'étais très mal, très mal. Je ne voyais pas vraiment ce que je pouvais lui apporter. Je subissais une forme de bienveillance de représentation, c'est-à-dire l'idée que je devais écouter jusqu'au bout tout ce qu'elle avait à me dire. Et en même temps, ça tournait en boucle régulièrement. Et j'accumulais une espèce de tension et de toxicité intérieure, on va dire ça comme ça, d'une négativité qui émanait des lieux aussi. Et même une fois, en fait assez rapidement, hein, là encore, au bout de 3 4 5 entretiens, je traînais les pieds pour retourner dans ce lieu, je traînais les pieds pour aller la voir. Et à tel point à l'issue de ces entretiens, je suis sorti, j'avais de l'urticaire, j'avais des réactions allergiques extrêmement violentes, un sentiment d'envie de vomir, de dégoût, de quelque chose de très 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 fort avec une pression dans le plexus solaire, enfin beaucoup de symptômes particuliers. Je me suis retrouvé en bas de chez la dame, en bas de chez eux, quasiment avec l'envie de pleurer, hein. Enfin, il y avait quelque chose de très très violent. Et avec cet ultimatum intérieur qu'il était évident que je ne pouvais pas retourner dans cette situation-là, euh, de la même manière, en tout cas avec la même approche de comment être thérapeute, comment être soignant, que j'avais jusque-là. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. Sinon, c'était même mon métier lui-même qui était remis en péril. C'est-à-dire, j'allais pas endurer ça, démultiplier par je ne sais combien de patients tout au long de ma carrière. Ça, c'était une fin en soi. Et en même temps, j'étais pris dans un paradoxe qui me poussait de toute façon à y retourner. C'était mon métier, c'est ce que j'avais choisi. Et je ne l'ai pas choisi par hasard. C'est quelque chose qui m'a toujours été poussé à faire. Il y a quelque chose en moi qui a toujours su que c'était mon chemin.
Donc il a fallu que je prenne en compte la même chose que ce que j'ai fait pour la caisse du chat ou les postillons, mais cette fois beaucoup plus profondément au point de vue énergétique et dans un plan corporel plus profond encore. C'est-à-dire mon corps réagissait à quelque chose de plus difficile à discerner. La caisse du chat, quelque part, c'était facile à identifier. Les postillons aussi. Mais là, il n'y avait rien de tout ça. C'était plus une atmosphère et une espèce de vidange énergétique que je ressentais dans ma relation avec cette dame, où le fait d'être écouté lui permettait de lâcher un certain nombre de ses souffrances, mais de manière circulaire, c'est-à-dire sans porte de sortie. C'était juste une décharge, quelque chose qui tournait à vide en fait. Donc, bah, je me suis armé de courage et j'ai fait ce que j'ai fait les fois précédentes, mais cette fois en essayant d'apprivoiser le mieux que je pouvais cette sensation. Sensation, le mot le plus évident qui me venait à l'esprit, c'était toxicité. Alors, il ne s'agit pas de lui mettre sur le dos quoi que ce soit, hein, de mettre sur le dos du patient une toxicité ou quoi que ce soit. Non, c'est plus la captation de quelque chose, d'un effet toxique, d'une énergie qui ne circule pas, d'une énergie qui tourne à vide et qui tourne à vide depuis longtemps, suffisamment pour que, comme une eau croupie, une eau stagnante, quelque chose de cet ordre-là, dans lequel elle-même elle était prise, dans lequel le système lui-même, la pièce, le lieu, la relation avec son mari, semblait être prise et qui se traduisait par des mots circulaires, des plaintes circulaires, des souffrances circulaires, toujours la même chose, avec une aigreur et une négativité. Donc encore une fois, il s'agit de prendre les choses en termes de système plutôt que de poser la responsabilité comme si la patiente était toxique. C'est pas ça du tout dont je parle. Je parle juste d'une captation dans le corps, d'un système dans lequel inévitablement, quand on rentre dans un lieu ou quand on rentre dans une relation avec quelqu'un, on rentre en contact et dont on peut prendre compte auquel on peut faire attention et on peut l'intégrer dans le travail thérapeutique. J'étais dans mes balbutiements à cette époque-là, mais n'empêche que quelque chose en moi me poussait à le faire, comme je vous l'ai nommé dans les deux précédents exemples. Donc ce que j'ai fait, c'est que la fois suivante, je suis retourné la voir et j'ai fait du mieux possible pour lui parler de mon expérience, de ce qui s'était passé quand j'étais sorti de chez elle, le sentiment que j'avais eu de quelque chose, d'une énergie négative très violente, très forte. Mais c'est là la bienveillance, c'est-à-dire une bienveillance réciproque, c'est-à-dire sans lui mettre quelque chose sur le dos, mais juste énoncer une expérience, une captation et amorcer un échange, quelque chose qui se remette à faire circuler cette énergie, en tout cas une parole sur cette énergie, plutôt que juste de subir benoîtement parce que j'aurais cru que c'était ça la bienveillance thérapeutique et de me laisser envahir par ça sans rien dire. Là, je l'ai nommé et on a commencé à pouvoir en parler. Ça a été un peu une surprise au début pour elle, et en fait, ça a débloqué quelque chose d'assez extraordinaire. Elle a pu nommer que, même maintenant ça me surprend encore, mais elle a pu nommer que quand elle avait 45-50 ans, elle avait visualisé, elle s'était représentée qu'un jour elle serait paralysée. Elle s'était représentée qu'elle était tellement mal, qu'il y avait tellement de choses souffrantes dans son existence, qu'il était tellement arrivé des choses difficiles, et comme elle a pu le développer par la suite, effectivement, son histoire de vie, dès la naissance, a toujours été une histoire de vie extrêmement lourde, extrêmement difficile, avec beaucoup de situations traumatiques, mais refoulées, c'est-à-dire très peu exprimées. Elle n'avait jamais vu un psy de sa vie, elle avait tout gardé à l'intérieur, et donc ça circulait bah voilà, comme de l'eau croupie. Mais là, le fait d'en avoir parlé et d'avoir conscience que cette énergie, je la percevais, que je la ressentais aussi et qu'elle pouvait en parler, elle avait débloqué tout d'un coup ça, n'avait jamais nommé à personne, c'est-à-dire ce fait qu'elle s'était vue déjà dans une forme de négativité très profonde, euh, comme si c'était une Fatma, comme si c'était son destin, de toute façon ça allait mal se terminer, elle finirait paralysée. Et donc on a commencé à aborder un échange sur cette toxicité. Ce qui est très différent d'avoir une situation où la personne tourne à vide dans sa souffrance et libère cette souffrance là où elle a une écoute, là où elle a une oreille, et de parler de cette toxicité, de parler de cet environnement négatif, violent dans lequel elle avait toujours vécu.
Et ça a débloqué le soulèvement aussi d'un non-dit et d'un secret très profond qui participe à cette atmosphère dans laquelle j'avais l'impression de naviguer sans savoir pourquoi, qui était que notamment le mariage avec son mari, c'était genre 30 ans ou 40 ans de mariage, peut-être plus, hein, je me souviens plus, mais avait été plus ou moins organisé pour maquiller l'homosexualité latente à l'époque de son mari. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour faire plaisir ou pour maquiller le fait que dans sa famille et dans la famille du monsieur, on soupçonnait quelque chose qui n'était pas très acceptable à l'époque, bah, le gars s'était marié avec la première nana avec qui c'était possible. Elle avait cru, quelque part, elle s'était déniée elle-même, elle avait dénié ce qu'elle sentait déjà très profondément, mais dans la suite, elle a fini par comprendre qu'il était attiré par les hommes. Les 2 fois où ils ont fait l'amour, en fait, elle me l'a dit textuellement, qu'elle avait fait 2 fois l'amour avec lui, et ces 2 fois, elle est tombée enceinte. Leurs 2 enfants, rien, ni plus ni moins. Pas plus d'affection que ça, pas plus d'amour que ça. Et tout ça dans un déni latent où rien n'était nommé, rien n'a été nommé, même dans l'équipe soignante. Là encore, on est toujours dans les mêmes systèmes, c'est-à-dire l'équipe perçoit des choses, elle se rend compte, il y avait des on-dit que peut-être le monsieur était attiré par des jeunes hommes ou des choses comme ça, mais personne n'en parlait ouvertement. C'était voilà, c'est de ça dont est bâti le secret de famille. C'est-à-dire, tout le monde sait de l'extérieur, mais en fait, personne n'en parle. Et là, elle a pu en parler. Elle a pu ouvertement en parler avec quelqu'un, c'est-à-dire avec moi. Et ça a libéré quelque chose. C'est plus du tout de l'ordre d'une plainte permanente avec un truc circulaire qui tourne autour d'une vacuité d'énergie, d'une énergie qui circule à vide et qui tourne sur elle-même parce qu'elle n'est pas dite. Quelque chose a pu se parler. Et ça a tout changé. C'est-à-dire que moi, je ressentais du coup une confiance renforcée sur mon ressenti intuitif. C'est-à-dire qu'il y avait bien quelque chose de glauque, de lourd, de vieux dossiers mal, euh, mal dégrossis qui expliquait cette tension et cette agressivité latente dans la relation entre deux personnes coincées, en fait. C'est-à-dire deux prisonniers d'une vie faite de faux semblants, elle prisonnière du mariage, ça se faisait pas de divorcer, lui prisonnier de l'obligation de donner l'impression à sa famille qu'il était hétéro alors qu'il ne l'était pas. Enfin, on peut sentir la violence de ce dans quoi les êtres humains peuvent être enfermés pour des raisons culturelles, sociales, de valeurs. Enfin, et c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et accumulé sur 20, 30, 40, 50 ans, euh, là, vous voyez que ça donne le niveau d'épaisseur dans quoi on entrait en tant que soignant quand on est arrivé dans ce domicile, sans que ce soit jamais nommé. Et bien sûr, ça a fait toute la différence. Il y a quelque chose qui s'est allégé. Dans ma relation avec elle, elle a pu aborder des choses plus positives, de certains plaisirs qu'elle a eus dans sa vie, certaines choses. Elle a pu raconter son existence et traverser un peu plus de cette souffrance, mais sans cette plainte, sans cette lourdeur récurrente de cette Fatma intérieure qui dit que de toute façon, personne ne peut comprendre et puis qu'elle est enfermée dans ce négativisme parce que ça lui est destiné depuis par naissance. Non. Tout d'un coup, il y avait quelque chose de circulaire. Voilà. Euh, je ne vais pas développer plus sur cet exemple-là, mais je pense que vous comprenez à l'aune des 3 exemples et des 2 autres vidéos précédentes que quand on commence à intégrer l'information que le corps nomme, et c'est le principe même de la bienveillance, c'est-à-dire ça ouvre un champ de possibilités euh, quasi magiques. C'est-à-dire que j'étais à mille lieues d'imaginer tout ça. Euh, Enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin. Cette série de vidéos, je vais l'achever là pour aujourd'hui, sur la bientraitance du thérapeute envers lui-même et l'importance que ça ouvre dans la relation et dans ce que ça ouvre en termes de vérité, de justesse et d'assainissement en fait de l'atmosphère et de la relation thérapeutique. Vous voyez bien sûr que ça ouvre le champ sur tout le travail sur les résonances corporelles intuitives, c'est-à-dire le fait d'écouter son corps en thérapie en tant que soignant, même aide-soignant, infirmière, éducateur, d'écouter ce que l'information du corps donne, de ne pas le nier, de l'intégrer et de découvrir ce que cette intuition
instantanée, extraordinaire, peut nous ouvrir comme perspective si on prend le temps de la déplier, si on prend le temps de la valoriser et de l'intégrer dans la parole, dans la relation avec la personne accompagnée. Depuis, je n'ai fait que ça et je n'ai que des expériences extraordinaires. C'est incroyable ce que ça peut ouvrir. Voilà. Bon, je vais arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Euh, je vous laisse méditer sur tous ces exemples et recouper avec toutes les autres vidéos, les autres textes, et vous allez comprendre comment se dégage une information cruciale pour l'art de la thérapie, qui est aussi l'art de la relation avec l'autre, et donc l'art de la relation avec soi-même. Merci pour avoir suivi jusque-là ces 3 vidéos, et puis toutes les autres si vous les avez regardées ou si vous allez les regarder. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Pour moi, c'est une fin de journée. Et puis à très bientôt pour la suite.